Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Il y a quelques semaines, en novembre 2023, j'ai été interviewé par Jay Martin. Il a gentiment accepté que je puisse également publier cela sur ma chaîne. Voici donc l'interview de moi par Jay Martin dans le format de Neutrality Studies. Profitez-en. D'accord, je suis ici avec Pascal Lotaz. Pascal, c'est un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité, Jay. J'apprécie énormément votre podcast et votre contenu, et je suis ravi de vous poser un tas de questions aujourd'hui. Voici par où je veux commencer. Lorsque vous regardez la pléthore de conflits mondiaux, vous voyez des guerres chaudes en Europe, au Moyen-Orient, des tensions croissantes dans le Pacifique Sud et une série de coups d'État sur le continent africain. Avez-vous tendance à considérer tous ces conflits comme des disputes territoriales isolées ou des événements? Ou y a-t-il une tendance plus large et quelque chose de coordonné qui inspire toutes ces éruptions si fréquentes? Quelle est votre opinion? Eh bien, mon point de vue est que beaucoup de ces conflits sont en un sens normaux, car nous les avons toujours eus. Je veux dire, nous n'avons jamais eu un moment dans l'histoire où il n'y avait pas de conflit sur la planète, n'est-ce pas? Et la question est toujours de savoir à quel point ils s'intensifient. Comme avec quelle intensité sont-ils menés? Et quelles en sont les causes profondes? Beaucoup de racines sont en fait locales. Vous pouvez retracer la guerre russo-ukrainienne jusqu'à des racines locales à l'intérieur de l'Ukraine, avec ses différents groupes linguistiques, et le bouleversement politique qui s'est produit même avant 2014, avec les tensions entre ces différents groupes. Et vous pouvez faire de même, bien sûr, avec le conflit israélo-palestinien. Je veux dire, ce que nous voyons actuellement est le résultat, le génocide qui est le point final, ou la continuation d'une politique vieille de 75 ans, qui peut être retracée bien sûr à des groupes locaux, sur le terrain, qu'ils aient été importés de l'étranger ou non. Mais vous savez, une fois que vous avez des gens sur le terrain, ces conflits commencent. C'est la même chose avec les coups d'État et ainsi de suite dans plusieurs États africains. Il y a toujours une composante locale très forte. Cependant, cela est également aggravé par l'influence internationale. En Ukraine-Russie, vous auriez pu clairement désamorcer ces conflits locaux à plusieurs moments au cours des 10 à 15 dernières années, si ce n'était pas à cause de l'influence étrangère, y compris celle des États-Unis, de l'Europe et de la Russie. Il aurait été possible d'imposer les accords d'Oslo à Israël si certaines promesses avaient été tenues et si le soutien constant des États-Unis à Israël, lui permettant de faire essentiellement ce qu'il veut, n'avait pas été présent. Surtout maintenant, le conflit pourrait être désamorcé rapidement en coupant les flux d'armes. Donc, la composante étrangère est très importante, et je ne saurais dire laquelle est la plus importante. Les problèmes internes qui les déclenchent, ou l'environnement international qui alimente ces conflits. Mais c'est généralement une interaction des deux. Et nous avons vu ça depuis très très longtemps. Je veux dire, prenons le Chili et Allende. Son renversement n'aurait pas été possible sans le soutien de la CIA, n'est-ce pas? Mais en même temps, il y avait toujours ces groupes internes qui voulaient un changement politique. Vous pouvez revenir à la guerre civile espagnole et montrer comment celle-ci a fonctionné. Comment Francisco Franco n'aurait pas gagné sans les interventions des Allemands et des Italiens, dans une certaine mesure, et certaines politiques des États-Unis et d'autres. Donc en un sens, c'est une chose normale maintenant pour l'environnement actuel. Ce qui alimente ces deux conflits, c'est, je pense, le changement du système international d'un système hégémonique unipolaire dont nous sortons vers un système multipolaire dans lequel nous entrons. Et je pense que nous pouvons en parler davantage.
Mais vous savez, c'est une interaction des deux. Et malheureusement, je considère cela comme une chose relativement normale, du moins pas quelque chose que nous voyons pour la première fois. Oui, d'accord. Merci pour cela. Donc, en un sens, les tensions ne sont pas nouvelles. Les racines des tensions sont locales et tout dépend de l'intensité de ces tensions. En ce moment, beaucoup d'entre elles semblent déborder. Et cela est lié aux acteurs étrangers qui sont essentiellement l'accélérant du feu. Ils peuvent prolonger ces conflits. Ils peuvent amplifier ces conflits. Peut-être qu'en ce moment, en raison de la nature fragile de l'ordre mondial, les nations voient une opportunité de faire un mouvement sur l'échiquier, parce qu'il y a des lignes de fracture dans la force du pouvoir global. Nous passons d'un monde unipolaire à multipolaire. Ai-je résumé cela suffisamment, Pascal? Je le pense. Je ne suis juste pas entièrement sûr de la conscience de ces mouvements. Parce que, de mon point de vue, il y a une très forte probabilité que beaucoup de ce que nous voyons soit en réalité le résultat de décisions prises par des acteurs qui se sentent obligés de faire quelque chose en réponse à autre chose. Et puis vous avez ce mécanisme d'action-réaction qui se met en place dans le sens où, une fois que la guerre à grande échelle entre la Russie et l'Ukraine a eu lieu, d'une part, oui, je pense que l'OTAN a vu une opportunité de mener une guerre. Et nous savons que ces approches pour trouver une issue, une sortie de crise en avril 2022, ont été essentiellement étouffées de manière proactive par les personnes autour de Boris Johnson et ses partisans, qui disaient « combattons jusqu'au bout ». C'était donc une décision active. Mais cette décision a été influencée par l'idée que d'accord, la Russie perdra probablement si nous mettons tout en œuvre. Donc en un sens, c'est comme si l'OTAN agissait sur la base d'une certaine croyance que les forces sur le terrain sont en sa faveur. Il est donc logique pour eux d'essayer de tout donner. Et puis la Russie, d'autre part, a été forcée de mener une véritable guerre d'usure. Ce qui, autant que je sache, n'était pas l'intention initiale. Et puis une chose en entraînant une autre, vous avez une guerre d'usure prolongée de 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Horrible. Et en même temps, cela conduit à quelque chose comme le mouvement des BRICS qui s'accélère à cause des sanctions imposées à la Russie. Et la Russie devant alors réagir. Et des acteurs comme la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud essaient en fait de travailler plus étroitement ensemble parce que le conflit lui-même bouleverse certaines manières dont la communauté internationale pourrait interagir. Donc, c'est en partie de l'opportunisme, mais aussi juste une réaction naturelle à ce qui se passe, dans le sens où tout n'est pas planifié, vous savez, tout n'est pas stratégiquement pensé, mais beaucoup de choses sont aussi simplement informées par ce qui s'est passé auparavant. D'accord. Donc dire que parce que nous passons d'un monde unipolaire à multipolaire et qu'il y a donc beaucoup de mouvements conscients pourrait être une surestimation. Il y a probablement un peu de théorie du chaos en jeu ici. Les choses se passent et les acteurs y réagissent. D'accord, je vous suis là-dessus. Vous avez mentionné la montée des BRICS et je veux juste m'attarder là-dessus un instant parce que nous venons de terminer le sommet des BRICS. J'ai vu une très grande variété de couvertures sortir de ce sommet des deux côtés de l'argument, ce qui signifie que certaines couvertures ont dit que rien n'a vraiment été résolu ou confirmé lors de cette réunion. Il y a eu beaucoup de bruit au cours de l'année et demie dernière à propos de l'Arabie saoudite. Ils ne se sont même pas présentés. Vous savez, de bonnes conversations, mais essentiellement rien de concret n'en est sorti. Et j'ai aussi entendu le contraire, que nous avançons davantage sur la voie des infrastructures financières qui peuvent faciliter le commerce mondial en dehors du dollar américain et de SWIFT. Et les deux semblent être vrais.
Si vous creusez un peu, vous vous dites oui. Je veux dire, les choses ne bougent pas aussi vite que les journalistes hyperboliques le voudraient peut-être. Et en même temps, les choses continuent d'avancer. Alors, quelle est votre opinion sur l'importance du sommet des BRICS? Et j'aimerais vous poser cette question juste sur le mouvement des BRICS en général. Quel rôle cette organisation et cette union jouent-elles dans l'ordre mondial à venir? Eh bien, pour le moment, les BRICS jouent un rôle dans le sens où ils ont suscité de l'enthousiasme, je dirais, dans le Sud global, concernant des moyens alternatifs d'interagir et d'avoir un nouveau forum, n'est-ce pas, dans lequel vous pouvez échanger et construire quelque chose. C'est quelque chose qui peut être activement façonné parce que les voies traditionnelles sont maintenant soit bloquées, soit elles sont en quelque sorte cimentées dans un endroit où vous ne pouvez pas les démolir. Vous ne voulez pas les démolir. Mais en même temps, ces institutions ne sont plus utiles. Elles ont une certaine utilité, mais elles ne vont pas au-delà de cela. Prenons les Nations Unies. Nous savons que l'ONU est fondamentalement irréformable à cause du veto des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et à cause de sa structure. Mais en même temps, personne ne veut le démolir, car il sert encore à quelque chose. Mais ce but est bien défini et ne peut pas être beaucoup étendu, à part certaines nuances à gauche et à droite. Prenons le G20, qui est un forum utile pour que les États se rencontrent, et ils le font. Mais il n'en résulte aucune structure. Il n'y a pas d'institution à construire avec cela. Les BRICS sont pour le moment un mouvement qui offre la possibilité de créer de nouvelles institutions, comme une banque de développement, un nouveau système de change, un système de compensation, etc. Et c'est un processus créatif. Cela offre cette possibilité précisément parce que ce n'est pas encore une institution clairement et fortement définie en soi. Je considère les BRICS comme la version actuelle de ce que nous avions pendant la guerre froide, avec le mouvement des non-alignés, qui était une sorte de conglomérat d'États ne voulant pas faire partie du système bipolaire créé par la guerre froide. Maintenant, le problème des BRICS et le problème qu'avait le mouvement des non-alignés, c'est qu'à un moment donné, si vous réussissez à attirer beaucoup d'attention de la part des États tiers, il va falloir devenir quelque chose, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez différentes visions de ce que ce quelque chose devrait être. Gérer ces conflits internes, qui ne sont pas des conflits violents mais idéologiques et des conflits de vision, est difficile. Et vous pouvez voir, à mon avis, comment les BRICS essayent actuellement de naviguer très délicatement dans ces eaux. Par exemple, lors de la dernière réunion en Afrique du Sud, les BRICS ont élargi leur groupe de membres principaux. Comme vous l'avez dit, certains n'ont finalement pas rejoint, comme l'Arabie saoudite. Nous ne savons pas. Je veux dire, l'Arabie saoudite est en quelque sorte officiellement là, mais n'a pas envoyé de chef d'État. Je pense que le ministre des Affaires étrangères était en fait à Kazan, mais je pourrais me tromper à ce sujet. L'Argentine, finalement, a eu un changement de gouvernement et n'a pas rejoint. Mais d'autres l'ont fait, et il y a eu une adhésion au groupe principal. L'important ici est que le groupe principal obtienne des droits complets, tout comme les 5 originaux sur le vote, et que les BRICS fonctionnent par consensus. Maintenant, si vous avez un groupe qui devient de plus en plus grand et qui doit parvenir à un consensus, il devient de plus en plus difficile d'y parvenir, car chaque membre peut alors freiner ce que les autres pourraient vouloir réaliser. Cela devient de plus en plus compliqué. Ce que nous avons vu maintenant à Kazan, c'est que les BRICS ont en fait créé une nouvelle catégorie de membres. Je pense qu'ils sont appelés partenaires des BRICS. Il n'est pas clair pour moi ce que ces partenaires peuvent et ne peuvent pas faire, et quelle est l'importance de leur influence dans la prise de décision. Mais comme les BRICS sont encore relativement informels, c'est un moyen d'élargir le groupe
et de garder les pays aspirants à rejoindre les BRICS, tout en maintenant une certaine flexibilité pour aller de l'avant. Mais cela va devenir plus difficile. Je suis assez sûr que les personnes responsables de la planification du groupe en sont conscientes, pas seulement les dirigeants des États, mais aussi les diplomates, les Sherpas, les principaux diplomates qui interagissent réellement entre eux à un niveau administratif, qu'ils doivent trouver un moyen de gérer cela. Parce qu'en fin de compte, cette question de l'institutionnalisation est celle qui, je pense, a plus ou moins brisé le cou du MNA, le mouvement des non-alignés, au fil du temps. J'ai récemment appris de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Malte que c'était l'opposition de Tito à la formalisation, à l'institutionnalisation, qui a fait que le mouvement des non-alignés n'a jamais créé de secrétariat et de structure permanente. Parce que Tito de Yougoslavie a dit « Si nous faisons cela, les Soviétiques pourraient le saper et introduire leurs gens et payer des gens. Et puis tu vois, nous allons le perdre. » Intéressant. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Et des pensées comme celle-ci doivent traverser l'esprit des personnes qui construisent actuellement les BRICS. Je suis presque sûr qu'il y a des différences de vision, même si lors de la réunion de Kazan, ils ont réussi à adopter un document final très long, environ 139 articles, presque 140. Très long, très complexe, et tout dans le langage de nous aspirons, nous voulons, nous sommes d'accord. Il est difficile d'obtenir cet accord de tout le monde, mais ils ont réussi à le faire. Maintenant, comment cela va évoluer est bien sûr la grande question. Mais je crois qu'en termes d'environnement créatif pour façonner les relations internationales, les BRICS ne sont pas la seule, mais l'initiative la plus importante pour changer certaines choses. Oui, d'accord, cela a du sens. Et vous savez, quand vous parlez des différences de vision, même au cœur absolu, les nations des BRICS, n'est-ce pas? Vous avez des pays comme la Russie et la Chine qui, il me semble, veulent une rupture beaucoup plus nette avec les relations occidentales que peut-être l'Inde et le Brésil, qui souhaitent probablement maintenir et légèrement réformer leurs relations. Et je me suis interrogé sur le programme de partenariat parce que j'ai vu cela aussi. Il y a maintenant des membres des BRICS et ensuite des partenaires des BRICS comme une sous-catégorie. Et immédiatement, j'ai pensé, est-ce que c'est maintenant une option pour les indécis? Vous savez, les pays qui ont exprimé un intérêt comme l'Arabie saoudite, mais qui semblent jouer sur les deux tableaux, parce que pourquoi ne le feriez-vous pas si vous le pouviez? Vous savez, et les nations qui envisagent ou sont impliquées dans le programme de partenariat sont des pays importants. Si je ne me trompe pas, c'est comme la Thaïlande et l'Indonésie, des économies majeures. Et cela pourrait-il faire partie de l'incitation à offrir un programme de partenariat qui n'est pas comme une adhésion à part entière, mais qui s'en rapproche? Cependant, cela vous permet peut-être de dire au reste du monde, nous ne sommes pas un membre des BRICS. Nous sommes juste un partenaire, n'est-ce pas? Pourrait-il y avoir une certaine substance à cela? Oui, je pense que c'est probablement l'une des idées derrière ce programme de partenariat. Je ne suis pas encore tout à fait sûr de ce qu'il implique, car je n'ai lu aucune des règles. Je ne pense pas qu'elle soit publiée de manière à clairement définir ce qu'est le programme de partenariat. Mais cela me semble un peu comme un statut d'observateur dans d'autres organisations internationales. Le fait est que, quel que soit le jargon que vous utilisez, observateur, partenaire, peu importe, à la fin de la journée, cela dépend de ce que sont les définitions de ces choses, n'est-ce pas? Et ces définitions peuvent exister. Elles peuvent ne pas exister, n'est-ce pas? Donc, si vous créez quelque chose, gardez les choses vagues et dans votre intérêt. Une fois que vous avez compris comment faire une certaine chose correctement, vous voulez la rendre plus concrète
afin de l'institutionnaliser au fil du temps et ensuite la transmettre aux générations futures, et ainsi de suite. Mais au début, vous voulez la garder vague, et je pense que c'est vague en ce moment. Dans ce sens, je suppose que les BRICS expérimentent également maintenant comment cela va se dérouler, car nous avons vu différents pays demander une adhésion complète et un statut de partenariat, en particulier les plus petits, demandant une adhésion complète, et les plus grands un partenariat, ce qui est intéressant. Je ne peux pas vraiment vous dire ce que ça signifie pour l'instant, mais c'est probablement un moyen de maintenir l'élan. Je ne vois pas nécessairement les BRICS comme voulant être un contre-pôle à l'Occident, mais plutôt comme une alternative. Ils ont pris soin de dire dans la déclaration finale qu'ils ne veulent pas être créés en opposition à qui que ce soit. Ils veulent juste réparer ce qui est réparable entre eux ou créer des structures alternatives, mais pas contre qui que ce soit. Je le vois plutôt comme un moyen de laisser l'Occident derrière et de faire leur propre chose, sans essayer de se définir dans l'antagonisme. Ce n'est pas un OTAN, n'est-ce pas? L'OTAN a essentiellement besoin de la Russie et elle a besoin d'un ennemi. C'est ainsi qu'il s'assure de rester pertinent. La plus grande crise de l'OTAN a été la fin de la guerre froide, lorsque soudainement, tous les ennemis ont disparu. Dans les années 2000, il y avait la guerre contre le terrorisme, mais l'OTAN n'était pas très impliquée dans celle-ci. L'OTAN était là, mais il y avait cette question sérieuse de savoir quoi faire de cette organisation. Devrait-elle disparaître parce que le pacte de Varsovie s'est dissous? Je veux dire, quelle est la légitimité de l'OTAN? Et maintenant, avec la guerre contre la Russie, elle a retrouvé ce but. Et on peut le voir dans les déclarations de ces personnes, à quel point elles sont contentes de pouvoir lutter contre quelque chose. Les BRICS ne font pas cela. Les BRICS ne se définissent pas par opposition. C'est un mouvement pour faire autre chose et offrir plus de possibilités d'interaction. Et bien sûr, certaines de ces initiatives sont orientées contre des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, dans le sens où elles voudraient être utilisées plus que ces institutions. L'idée de Bretton Woods sur la façon dont l'économie internationale est structurée, mais ce n'est pas nécessairement en opposition, c'est plutôt en complément. Et dans ce sens, je pense que le programme de partenariat, et je veux dire, certainement il aidera les pays en leur disant que, regardez, vous n'avez pas besoin de choisir, mais c'est aussi juste une façon de s'intégrer plus librement et d'essayer un peu ce qui se passe, puis vous avancez. Cela expliquerait, je pense. J'ai vu un langage à la fin du sommet, la couverture des BRICS se référant effectivement à eux-mêmes, non pas comme anti-occidentaux, mais comme non-occidentaux, et faisant cette différenciation, n'est-ce pas? Oui. Oui, je l'interprète de cette façon aussi, parce que les BRICS n'ont pas besoin d'un opposé. C'est leur propre chose. Et on peut le dire parce qu'ils n'essaient pas de copier les structures de l'Occident. Ils essaient en fait de proposer de nouvelles idées pour améliorer le commerce, pour avoir de nouveaux forums de discussion en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, et ainsi de suite. Mais ils n'essaient pas de copier-coller. Je veux dire un peu. Quelques-uns de ces éléments, comme la Banque des BRICS, s'inspirent bien sûr peut-être du FMI et de la Banque mondiale. Mais tout dans les BRICS n'est pas construit en opposition. Ce n'est pas comme le pacte de Varsovie. Vous savez, le pacte de Varsovie a été construit comme la version soviétique de l'OTAN. Oui, oui. Ce n'est pas ce que sont les BRICS. Oui. Oui, je veux dire, tout ce que j'ai vu en suivant le développement des BRICS au cours des dernières années a indiqué une alternative au système bancaire SWIFT. C'est de cela que parle le projet Enbridge et le programme BRICS Clear. Et maintenant, il y a une initiative similaire, effectivement comme un système de carte de crédit, je crois,
pour que les voyageurs ordinaires puissent voyager dans les pays BRICS et effectuer des transactions dans une future monnaie BRICS. Mais Pascal, savez-vous s'il existe des accords militaires entre les nations BRICS pour se défendre mutuellement en cas de conflit ou d'invasion, ou des accords parallèles dans ce domaine? No, not as far as I know. I mean, unless there's some Non, secret agreements pas à ma that are connaissance. so secret that Je veux we dire, actually haven't à moins heard qu'il y ait des about. accords secrets si secrets que nous n'en avons pas entendu parler. Parce qu'il y a des accords secrets dont les gens parlent, ce qui est stupide. Mais de toute façon, à moins qu'il y ait quelque chose comme ça, je n'en aurais pas entendu parler. Et s'il y a un pacte de sécurité dont vous n'avez pas entendu parler, c'est un pacte de sécurité assez stupide. Parce que l'idée des pactes de sécurité est d'effrayer les autres. Donc je ne pense pas qu'il y ait une composante de sécurité qui aille au-delà de ce qui est dans le document final. Et le document final décrit cette coopération, notamment dans les domaines du terrorisme et de la cybersécurité, etc. Mais ce sont des points de discussion assez généraux auxquels n'importe quel État occidental souscrirait également, dans le sens où c'est aussi ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? C'est juste qu'ils ne le veulent pas dans le cadre des BRICS. Ils le veulent pour eux-mêmes. Mais ce n'est rien. Ce n'est certainement pas une clause de sécurité mutuelle comme l'article 5 du traité de l'OTAN. Non, les seuls nouveaux traités de ce type que j'ai vus récemment sont un accord de sécurité entre la Russie et la Corée du Nord, que les Nord-Coréens ont publié sur leur diffuseur d'État dans une version citée. Donc je ne suis pas entièrement sûr que ce soit exact. Mais puisque les Nord-Coréens l'ont publié, supposons que c'est le vrai, alors celui-là inclut une clause de sécurité stricte. Mais c'est entre la Russie et la Corée du Nord. À ma connaissance, ils n'ont même pas demandé le statut de partenaire. Oui, je pense que non. Et en fait, sur ce développement, je veux changer un peu de direction, mais cela semble relativement clair. La Corée du Nord envoie des troupes pour être formées en Russie et transportées vers les lignes de front pour soutenir l'effort de guerre. Est-ce une compréhension correcte de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Je ne sais pas. C'est l'une de ces histoires étranges qui, au début, ressemblait à une mauvaise blague du côté occidental. Et maintenant, la discussion s'élargit, et la Russie ne l'a pas vraiment nié. Bien que je crois que la Corée du Nord ait dit que ce n'est pas ce qui se passe, mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Le fait que les Russes ne le nient pas semble indiquer la possibilité qu'il y ait maintenant des troupes nord-coréennes en formation en Russie. Oui, c'était drôle comment, je peux dire. Je n'ai vu aucune photo ni aucune preuve qui montrerait réellement, au-delà de tout doute raisonnable, cela. Mais c'est peut-être moi qui ai manqué la preuve. D'accord. Eh bien, je veux dire, Poutine a été interrogé à ce sujet. Et oui, sa réponse n'a pas été de nier, mais elle était très vague et trompeuse. Et je paraphrase probablement très mal, mais en gros, il a dit « Oh, s'il y a des troupes nord-coréennes en Russie, vous savez, et qu'elles se dirigent vers les lignes de front, comme « Oh, cela aurait du sens. » Vous savez, il n'a même pas « Oui, c'était intéressant. » Il encourageait presque le lecteur ou le journaliste à faire cette supposition, ce qui était intéressant. D'accord, je veux changer de direction vers le Pacifique Sud. L'un des principaux sujets de conversation dans mon émission est la tension entre la Chine et Taïwan, ou la République de Chine. Et j'entends une variété d'opinions. Vous êtes basé au Japon. Vous êtes beaucoup plus proche de cela que nous ici au Canada. Mais tout d'abord, quel est votre avis, Pascal? Que supposeriez-vous être les événements à court terme entre la Chine, Taïwan et les États-Unis au cours des prochaines années? En tant qu'optimiste, j'espère toujours que ce statu quo actuel, qui a été très bénéfique pour Taipei et Pékin, sera maintenu. Et il a également été bénéfique pour les États-Unis et le Japon,
dans le sens où il maintient la région calme. Le conflit entre Pékin et Taipei est un problème non résolu, un conflit de la Seconde Guerre mondiale, plus ou moins très similaire à celui entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils étaient essentiellement le résultat de la façon dont la Seconde Guerre mondiale s'est terminée. Bien que dans le cas de la Chine et de Taïwan, cela ait bien sûr à voir avec les événements immédiatement après 1945 et la guerre civile qui a eu lieu, n'est-ce pas? Et Chiang Kai-shek, les nationalistes, ont retiré leurs troupes à Taïwan et ont ensuite établi leur Chine, la République de Chine sur l'île, et pendant longtemps ont prétendu représenter l'ensemble de la Chine, tandis que le pouvoir réel, bien sûr, était entre les mains de la République populaire de Chine, fondée en 1949 par Mao Zedong et les communistes qui gouvernaient la Chine continentale. Et cette guerre civile n'a jamais pris fin. Bien que les armes se soient tues, c'est similaire à la façon dont la Corée du Nord et la Corée du Sud ne se tirent actuellement pas dessus, mais n'ont jamais eu d'accord de paix formel. De plus, Taipei et Pékin n'ont jamais eu d'accord écrit formel sur la manière de continuer. Bien que je doive dire que la relation entre Pékin et Taipei est économiquement, socialement et simplement de personne à personne, bien plus bénéfique que celle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, n'est-ce pas? Taipei et Pékin ont réussi à trouver un moyen de ne pas avoir d'accord de paix, de ne pas s'accepter officiellement, mais de coexister. Au point où, vous savez, une personne née à Taïwan peut voler vers la Chine continentale, et une personne née en Chine continentale peut voler vers Taïwan. Ils peuvent se rendre visite. Ils parlent, ils échangent. Vous avez des mécanismes. La Chine continentale est le plus grand partenaire commercial de l'île de Taïwan, n'est-ce pas? Donc, c'est une configuration très différente de celle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, et bien plus bénéfique. En tant qu'optimiste, j'espère que cela continuera et que nous pourrons repousser le problème dans l'espoir qu'à un moment donné, une nouvelle voie de convergence émergera. Parce que vous savez, ces conflits, lorsqu'ils durent longtemps, ont tendance à changer de nature. Et à un moment donné, j'espère qu'un changement se produira, qui permettra à ces deux-là de, vous savez, trouver un accord entre eux et de créer réellement une résolution écrite et finale du conflit. C'est quelque chose qui s'est produit, vous savez, en Europe en 1989 avec l'Allemagne. Les deux Allemagnes à la fin, la façon dont tout cela a été résolu, c'est que vous aviez les pourparlers 4+2. Donc, vous aviez les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et les deux Allemagnes qui se sont assises, ont créé un accord, l'ont rédigé, l'ont signé, et l'Allemagne a été réunifiée, ou, eh bien vous savez, l'Allemagne de l'Ouest a absorbé l'Allemagne de l'Est. Mais vous aviez un cadre commun, et ce conflit est maintenant résolu. Je veux dire, c'est tout simplement fini. Nous n'en parlons plus, parce que ce n'est plus là. Oui, l'Allemagne a encore des problèmes internes et des désaccords entre l'ancien Est et l'ancien Ouest, mais ce sont des affaires internes. Internationalement, le conflit est terminé. Maintenant, j'espère qu'à un moment donné, nous arriverons à cette situation aussi dans le Pacifique. Mais tant que ce n'est pas le cas, la chose la plus importante est de maintenir un modus vivendi vivant et actif. Et le danger est bien sûr qu'une force extérieure puisse aggraver les choses, parce qu'encore une fois, il y a différentes visions de la façon dont ce conflit devrait se terminer. Et j'espère qu'il ne se terminera pas dans la violence. Eh bien, vous savez quoi? Oui, je suis sûr qu'il y a de nombreuses visions différentes sur la façon dont cela devrait se terminer. Je sais qu'en Occident, spécifiquement, je devrais dire en Amérique du Nord où je vis, il y a aussi une grosse incompréhension sur la façon dont cela a commencé. La plupart des gens ne sont pas conscients qu'il y a une guerre civile non résolue. Et c'est ainsi que vous avez Taïwan et la République populaire de Chine comme deux États séparés, relativement souverains.
Puis-je vous demander pourquoi les États-Unis sont devenus si impliqués dans l'île de Taïwan? Je sais que la politique a été celle de l'ambiguïté stratégique et tout cela. Mais il y a beaucoup de rhétorique parfois de divers podiums aux États-Unis, selon laquelle ils viendraient à la rescousse si la Chine devait faire une sorte de prise de contrôle hostile ou non hostile, peut-être légale, de Taïwan. Y a-t-il un cas similaire à Hong Kong, Pascal, où la Chine a un argument légal à faire valoir pour récupérer l'île? Et quelle est votre opinion là-dessus? J'ai entendu cela d'un invité que je crois avoir trouvé dans votre émission, Warwick Powell. Mais quelle est votre opinion? Je veux dire, Warwick et moi sommes d'accord sur la plupart des questions. Celle sur laquelle nous, je pense, ne sommes pas tout à fait d'accord est la manière de cadrer correctement le conflit pour le comprendre. Je pense que l'argument le plus fort de Warwick est que c'est une affaire interne, n'est-ce pas? Taïwan fait partie de la Chine, et c'est un différend interne entre une province et le centre. Je pourrais en discuter à nouveau avec lui, si je le comprends mal, mais je vois cela, encore une fois, comme le résultat de cette guerre civile non résolue et de la trajectoire historique qu'elle a prise avec tous les différents acteurs impliqués. Et il est important de noter que les États-Unis ont été impliqués dans cette trajectoire dès le début. Parce que vous savez, Taïwan en 1945 faisait encore partie de l'Empire japonais, n'est-ce pas? Le Japon l'a pris en 1895, l'a retiré des mains de la Chine et l'a gardé pendant... Attendez, c'était? Oui, c'était en 1895. Oui, il l'a gardé pendant ses 50 ans. Et c'était une partie intégrante de l'Empire japonais, n'est-ce pas? Au point où l'université de Taipei était une ancienne université impériale japonaise, de la même manière que l'université de Tokyo ou l'université de Kyoto étaient des universités impériales. L'université de Taipei l'était aussi. Et il y a eu cette longue occupation, essentiellement l'occupation japonaise de Taïwan, qui s'est ensuite terminée parce que le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale. Contre qui a-t-il perdu? Il a perdu contre les États-Unis et, bien, l'Union soviétique, mais seulement dans le dernier mois. Mais il a principalement perdu contre les États-Unis dans le Pacifique. Et ensuite, il y a eu des années de bouleversement. Et en 1940, encore une fois, Chiang Kai-shek a placé Stop et toute son administration à Taipei. Et il a pu alors maintenir cette position parce que les communistes ont essayé, bien sûr, d'attaquer davantage Chiang Kai-shek. Il a réussi à maintenir cette position parce que les États-Unis sont intervenus, car les États-Unis avaient déjà à ce moment-là envoyé des porte-avions et soutenu Chiang Kai-shek et dit aux communistes d'arrêter maintenant. Et ils ont dû arrêter, pas seulement sur l'île de Taïwan. Cela a été arrêté juste devant la côte de Xiamen. Vous avez peut-être entendu parler de ces deux îles, Kinmen et Matsu. Kinmen et Matsu sont de toutes petites îles, à environ 5 km de la côte de Xiamen. Et ce sont des îles taïwanaises. Je veux dire, ces îles sont encore aujourd'hui sous le contrôle de la République de Chine, le nom officiel du gouvernement de Taïwan, n'est-ce pas? Il se nomme la République de Chine. Et c'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont la République de Chine, n'est-ce pas? C'est le gouvernement de Chiang Kai-shek qui a été évacué. Et Kinmen et Matsu, même aujourd'hui, sont administrés par la République de Chine, bien qu'ils soient militairement indéfendables. Si la Chine décidait de réellement prendre Taïwan, ce seraient les deux premiers endroits qui disparaîtraient, tout simplement, parce qu'ils sont juste de l'autre côté du détroit. On peut littéralement, depuis Kinmen, voir le continent, Xiamen. Kinmen reçoit son eau douce de Xiamen parce qu'il y a, encore une fois, un accord entre eux. Et donc, politiquement, actuellement, cette configuration fonctionne. Et pour revenir à cette question initiale, je considère toujours que cette trajectoire historique, informe beaucoup le conflit actuel.
Le grand changement qui s'est produit au cours des 70 dernières années est que la nature du conflit a changé, à mon avis. Et je ne suis pas sûr que Warwick serait d'accord avec cela, mais je serais heureux d'en discuter. Parce que pour moi, le cœur du conflit au début en 1949, je veux dire à ce moment-là, la guerre civile faisait déjà rage depuis des années, n'est-ce pas? Mais une fois que Chiang Kai-shek s'est retiré à Taïwan pendant des décennies, il a dit « je vais la reprendre. Je vais reprendre le continent. » Je veux dire, nous sommes le gouvernement de la Chine. La question était, qui est la Chine? Est-ce le gouvernement de Taipei ou est-ce le gouvernement de Pékin? Maintenant, pour moi, cette question a définitivement trouvé sa réponse. Plus personne dans le monde, ou même parmi les deux Chines, ne conteste qui est le dirigeant officiel de la Chine, n'est-ce pas? Il faut se rappeler que jusqu'aux années 1970, je pense 72 ou 73, le siège de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU était occupé par Taipei. C'était l'ambassadeur de Chiang Kai-shek qui siégeait à ce poste. Et puis, l'Assemblée générale a dit « Allez, je veux dire, nous nous leurrons, n'est-ce pas? Nous savons tous qui est la vraie Chine. » Ils ont expulsé celui-là, et l'ambassadeur envoyé de Pékin, de la République populaire de Chine, est venu occuper ce siège. Et puis nous avons eu bien sûr Nixon et Kissinger qui sont venus et ont réussi cet exploit de reconnaître effectivement Pékin, la République populaire, comme la Chine officielle. Avec la compréhension que Taïwan serait, je veux dire la République de Chine serait laissée telle qu'elle et qu'il n'y aurait pas d'invasion, du moins à ce moment-là. Et les Américains ont fait cela, bien sûr, pour arracher la Chine, la République populaire, aux Soviétiques, afin d'approfondir le fossé entre ces deux-là. Et maintenant, 40 ans après cela, la question n'est vraiment plus de savoir qui est la Chine. La question s'est transformée en « Taïwan est-il indépendant ?» Ce dont nous parlons aussi en Occident, n'est-ce pas? Et beaucoup de nos médias essaient de nous faire croire que Taïwan en tant que pays existe. Mais il faut répéter encore et encore que personne ne reconnaît Taïwan comme un pays indépendant, pas même Taïwan. Le gouvernement de Taïwan se nomme la République de Chine, même s'ils essayent de ne plus trop en parler, même si dans les nouveaux passeports, les mots « République de Chine » en anglais ont disparu des passeports. Ils restent en chinois, mais ils ont retiré l'acronyme anglais, ROC. Ils écrivent Taïwan sur leur passeport maintenant. Ainsi, les Taïwanais essayent d'affirmer qu'ils sont une entité différente, tandis que les Chinois du continent affirment que non, vous ne l'êtes pas. Et nous avons en fait un accord selon lequel il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan en fait partie, car c'était en quelque sorte la formule pour résoudre le problème auparavant, afin de dire qu'il y a une seule Chine. Taïwan en fait partie. Nous ne sommes simplement pas d'accord sur qui est le dirigeant. Taipei pense que c'est le dirigeant et Pékin pense que c'est le dirigeant. Nous acceptons cela, mais nous acceptons qu'il n'y ait qu'une seule Chine. Et aujourd'hui, la République populaire continue de dire, en gros, c'est l'accord. Et vous devez l'accepter. Et vous devez convenir que vous faites partie de nous, n'est-ce pas? Et les Taïwanais continuent de dire, en gros, non, nous ne le sommes pas. Nous n'avons jamais eu un seul soldat de la RPC sur notre sol. Par conséquent, nous sommes différents. Et c'est le conflit. Et même à l'intérieur de Taïwan, il y a des opinions différentes sur ce à quoi devrait ressembler l'avenir. Et paradoxalement, c'est aujourd'hui le Kuomintang, le parti nationaliste, le même parti qui, en 1949, a retiré toute la République de Chine à Taïwan. C'est ce parti, le parti de Chiang Kai-shek, qui dit aujourd'hui, vous savez, nous devrions nous réunifier. Nous devrions vraiment accepter que nous sommes tous Chinois et retourner sur le continent. Et c'est le parti d'opposition, le DPP, qui dit non, non, non.
Nous devons travailler vers l'indépendance sans le dire officiellement, je veux dire sans la déclarer. Donc vous voyez, l'histoire joue parfois des tours amusants. Aujourd'hui, ce sont les nationalistes qui acceptent que la chinoiserie l'emporte sur le besoin d'un État propre. Et beaucoup d'entre eux préféreraient revenir, alors qu'une nouvelle génération de politiciens favorise la taïwanité comme chemin vers leur propre État. As a path towards an own state. Tu as expliqué cela mieux que quiconque, que j'ai jamais entendu d'ailleurs. Merci pour ce contexte, Pascal. C'était fascinant. Je vais essayer de le résumer aussi brièvement que possible parce que j'ai beaucoup de questions à poser à ce sujet. Je vais revenir à 1895, lorsque le Japon a pris Taïwan à la Chine, car je pense que c'est pertinent. Ils l'ont détenu pendant 50 ans, jusqu'à ce que le Japon soit vaincu pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils aient essentiellement renoncé à l'île, moment où la guerre civile a commencé en Chine entre Chiang Kai-shek, qui était le chef du gouvernement chinois, et le Parti communiste émergent. J'ai besoin de clarification sur cette partie, donc mets un signet là-dessus, mais je vais continuer ici. 4 ou 5 ans après le début de ce conflit, Chiang Kai-shek a dû être évacué de Chine vers l'île de Taïwan sous la protection de l'armée des États-Unis. Et c'est là que les choses se sont un peu arrêtées. C'était l'impasse qui s'est produite. Jusqu'aux années 70, le monde reconnaissait encore le gouvernement de Chiang Kai-shek situé à Taïwan comme le chef de la Chine. Donc, 25-30 ans se sont écoulés, n'est-ce pas? Et c'était toujours ainsi que le monde reconnaissait la Chine. Cela a changé pour une raison quelconque dans les années 70. J'aimerais avoir plus de clarté sur cette partie aussi. Mais je ne veux pas trop m'y attarder. Nous en sommes là aujourd'hui. La plupart d'entre nous dans le monde comprennent la Chine comme la Chine du président Xi et Taïwan comme Taïwan. Ce sont deux choses distinctes. Aussi étrange que soit cette évolution de deux pays, comme vous l'avez dit au début, elle est également mutuellement bénéfique pour les deux parties. Et cela ne me semble pas être une raison forte pour laquelle quelqu'un voudrait perturber cela. Étienne est le plus grand partenaire de Taïwan. Il semble que les affaires se portent bien. J'ai du mal à trouver une raison pour laquelle quelqu'un voudrait perturber cette paix et ces bonnes affaires, n'est-ce pas? Pourtant, si je comprends bien, le président Xi a dit à son armée qu'il voulait qu'elle soit prête pour une prise de contrôle réussie de Taïwan d'ici 2027. Il n'a pas dit qu'il allait envahir. Si j'ai bien compris, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut que son armée soit prête pour une prise de contrôle réussie de Taïwan d'ici 2027. Donc c'est une question que j'ai pour vous à la fin. Comment interpréteriez-vous cette déclaration? Ai-je bien compris le contexte en fonction de ce que vous avez partagé? Et ensuite, je veux aborder ce point suivant. Pourquoi la tension si c'est un accord mutuellement bénéfique, aussi maladroite que soit l'évolution? La première chose que je dois dire, c'est que je ne sais pas si cette déclaration attribuée à Xi concernant 2027 est réellement correcte ou non. Elle pourrait l'être ou pas. Je ne sais tout simplement pas. Le fait est que la marine du continent de la RPC est devenue beaucoup plus forte. Et Taïwan est définitivement une ligne rouge, n'est-ce pas? Taïwan est extrêmement important pour la RPC en tant que sujet politique, en tant qu'enjeu. Si quelqu'un à Taipei, si le président, pas le premier ministre, le président se présentait devant les caméras demain et déclarait « Nous déclarons par la présente la République de Taïwan. Nous nous débarrassons de la République de Chine. Nous déclarons par la présente être notre propre République. » Ce serait un casus belli pour Pékin. Et ils devraient attaquer, parce que simplement ne pas le faire délégitimerait le Parti communiste aux yeux de pratiquement tous les Chinois du continent, n'est-ce pas? Donc, vous êtes à nouveau à un point où, en raison de la façon dont vous avez parlé de cette parcelle de terre dans le passé,
vous êtes maintenant obligé de faire quelque chose. Sinon, vous paraissez totalement incroyable, non seulement aux yeux du monde extérieur, mais aussi à ceux de votre propre peuple. Les États ont un très mauvais bilan en matière d'abandon de territoires qu'ils contrôlaient ou possédaient. Regardez tous les territoires d'outre-mer de la France. Regardez combien de temps il a fallu pour que le processus de décolonisation se réalise réellement. Regardez combien de territoires les États-Unis possèdent aujourd'hui. Et essayez juste de faire quitter Guam aux États-Unis, par exemple. Bon sang, ils ne le feront pas. Et ils ne prétendent pas que ça fait partie intégrante de leur territoire. Et j'ai un autre exemple qui est très instructif. Vous savez, la Mongolie extérieure, l'État actuel de Mongolie, n'a pas pu rejoindre les Nations Unies avant les années 1960. Je crois que c'était en 65 ou quelque chose comme ça. Vous savez, 20 ans après la fondation de l'ONU en 45. Et ils ne pouvaient pas rejoindre parce que c'était la seule chose sur laquelle la RPC et la ROC étaient d'accord, à savoir que non, la Mongolie n'est pas un État indépendant. La Mongolie m'appartient, parce que la République de Chine, telle qu'elle a été fondée il y a 112-113 ans sur le continent, incluait la Mongolie extérieure. La Chine était encore plus grande. Elle incluait Taïwan et elle incluait la Mongolie. Et puis, les Mongols ont réussi à obtenir leur indépendance, d'abord de facto, et ils voulaient aussi cela de jure. Et c'était l'un des derniers points de blocage. Ils ne pouvaient pas rejoindre l'ONU parce que la République de Chine, qui était au Conseil de sécurité, disait non, nous ne les laissons pas rejoindre parce qu'ils nous appartiennent. Même si à ce moment-là, la République de Chine ne contrôlait vraiment que Taïwan. Mais ils disaient, vous savez, une fois que nous aurons tout récupéré, nous allons récupérer la Mongolie aussi, parce qu'ils ne sont pas indépendants. Il a fallu attendre les années 60 pour qu'ils abandonnent ce point de vue et laissent la Mongolie rejoindre, parce que c'était quelque chose que les Russes et les Soviétiques voulaient. Mao aussi, à la fin des années 60, a dit quelque chose comme « La Mongolie nous appartient ». Puis à un moment donné, il a également accepté que d'accord, la Mongolie est indépendante. La Mongolie extérieure, pas la Mongolie intérieure. La Mongolie intérieure fait toujours partie de la Chine aujourd'hui, bien sûr. Et donc, il y a un très mauvais historique de lâcher prise. Je ne vois donc pas comment Pékin pourrait laisser partir Taïwan. Celui qui a en quelque sorte abandonné l'idée d'être la totalité de la Chine, c'est Taïwan. Mais encore une fois, ils ont remplacé cela par un autre type d'idéologie locale. Et aussi, juste une chose de plus qui est très instructive et importante à garder à l'esprit, la différence entre Taïwan et Hong Kong est que Hong Kong avait déjà un règlement politique et un accord sur ce qui se passerait à l'avenir. Parce que les Britanniques, Margaret Thatcher, ont effectivement signé un document qui disait qu'après 1997, il y aurait une période de transition de 50 ans, durant laquelle Hong Kong aurait son propre ensemble de lois et le continent aurait son propre ensemble de lois. Et après 50 ans, cela disparaîtra. Et la loi de la Chine continentale deviendra la loi en vigueur à Hong Kong. Maintenant, ce qui s'est passé en 2017, c'est que la Chine a accéléré ce processus en créant un pont juridique, rendant la loi indépendante de Hong Kong pénétrée par une loi sur la sécurité qui leur permet d'exiger l'extradition de personnes qu'ils n'aiment pas vers le continent, ce qui sape essentiellement l'idée souveraine entière de la loi hongkongaise. Mais le point est que la date de fin, 2047, était déjà convenue. Nous n'avons pas un tel accord entre Pékin et Taipei. Il n'y a pas de point final automatique à cela. Donc, ces systèmes fonctionnent maintenant en parallèle les uns avec les autres, et les revendications fonctionnent en parallèle les unes avec les autres. Et c'est pourquoi c'est un grand facteur d'insécurité en ce moment.
J'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui. Non, absolument. Vous l'avez fait. Merci beaucoup pour cela. Et donc, malgré l'absence d'un accord parallèle, Taïwan est inévitablement une ligne rouge pour la Chine. Ils ont maintenant la force militaire pour la défendre si nécessaire. Et peut-être simplement parce que l'aversion à la perte est très forte. Nous détestons perdre des choses, y compris des territoires, n'est-ce pas? Les pays se battent pour maintenir leur territoire et leurs frontières. Alors, laissez-moi vous demander, pourquoi tant d'Américains sont-ils si belliqueux pour défendre Taïwan? Et ce livre derrière moi, Elbridge Colby, était dans mon émission il y a peut-être un mois. C'est son seul objectif. Il dit que nous devons quitter l'Europe. Nous devons aller dans le Pacifique Sud maintenant. C'est la priorité numéro 1 pour l'Amérique. Le livre s'appelle « Stratégie de déni ». Et ce dont il parle, c'est de l'état d'esprit selon lequel la Chine est la menace la plus grande et la plus importante pour les États-Unis et doit être traitée dès aujourd'hui. Sa stratégie pour y faire face inclut une présence militaire accrue dans le Pacifique Sud, entre autres choses. Pourquoi est-ce un tel centre d'intérêt pour tant d'Américains si c'est une ligne rouge évidente pour l'autre grande puissance mondiale? Cela provoquerait évidemment un conflit massif si les États-Unis s'impliquaient trop dans l'avenir de Taïwan, si la Chine voulait un certain résultat et que les États-Unis empêchaient cela de se produire. Il y a plusieurs raisons à cela, et je crois qu'il y a plusieurs motivations. L'une des motivations les plus bénignes pour ce point de vue est que certaines personnes croient que la dissuasion est l'épine dorsale de la sécurité. Vous devez dissuader l'autre de changer le statu quo. Donc, vous devez être menaçant. Vous devez augmenter vos armements, y compris votre marine, et pointer les armes sur eux en disant « n'osez pas » et les fixer pour vous assurer que cela maintient la paix, n'est-ce pas? Si les deux pointent leurs armes et que personne ne tire, nous avons la paix. C'est la version bénigne de la motivation de certaines personnes. Puis il y a celle qui est moins bénigne, à savoir les personnes qui croient que soit la guerre est inévitable, soit elles veulent la guerre. Comme vous savez, c'est dans notre intérêt d'avoir une guerre avec la Chine, de casser ce truc et de s'assurer que nous restons le chef de file. Tu sais, nous allons faire avec la Chine ce que nous avons fait avec l'Union soviétique. Il suffit de mettre suffisamment de pression et la chose va s'effondrer. Tu sais, c'est un château de cartes. Il suffit de souffler assez fort et puis ça va s'effondrer. Et ensuite, nous serons le roi de la colline, comme cela est censé être, parce que ville brillante, n'est-ce pas? Tu sais, tout le monde devrait être comme nous. Et nous sommes l'exemple pour le monde. Je veux dire, c'est comme l'un des états d'esprit néoconservateurs les plus scandaleux. Et ils ont un intérêt à utiliser cette opportunité stratégique, qui est le conflit interne entre Pékin et Taipei, pour obtenir cela. Je veux dire, si tu veux mener une guerre juste, et si tu veux que tout ton pays te soutienne, et que tu veux te battre avec toute la force de ce que tu as, ce dont tu as besoin, c'est d'un bon récit. Alors, vous devez être le chevalier brillant qui vient défendre la pauvre petite demoiselle sur le point d'être attaquée par le méchant dragon. Et vous créez ce récit. Taïwan est en ce sens une demoiselle faible, très commode, qui peut être secourue et sauvée. C'est donc le plus belliciste des va-t-en-guerre que je connaisse. Et il y a quelque chose. Il y a aussi quelque chose entre les deux. Je veux dire, il y a des personnes que je respecte beaucoup et qui, selon moi, ont bien compris la plupart des choses dans leur analyse, comme John Mearsheimer, qui, selon sa propre théorie sur le fonctionnement des relations internationales, affirme que le conflit, la compétition sécuritaire entre la Chine et les États-Unis est inévitable. Nous y sommes déjà, et cette compétition sécuritaire ne fera qu'empirer. Par conséquent,
puisque chaque grande puissance, une fois qu'elle devient une grande puissance, essaiera de s'assurer que les autres grandes puissances disparaissent ou se retirent. Ce que les États-Unis doivent faire pour maintenir leur position parmi les grandes puissances, c'est s'opposer à la Chine aussi fermement que possible. Et la Chine est le seul concurrent de même niveau qui existe. Donc, vous devez encore une fois pointer les armes et tout. Mais des gens comme John Mearsheimer, bien sûr, ne voudraient pas aller à la guerre. Ils veulent éviter la guerre. Mais ils suivront toujours leur propre théorie et diront par exemple, ce que nous devons faire, c'est la dissuasion, n'est-ce pas? Mais nous ne devons pas aller plus loin afin de maintenir un environnement stable. Il existe donc différents types d'analyses et il existe différents types de prescriptions pour ce qui devrait se passer. Et il y a différents types de motivations pour lesquelles vous voulez adopter une position belliqueuse envers la Chine. Et malheureusement, il n'est pas clair qui est aux commandes. La politique finale qui sera adoptée sera inévitablement une sorte de mélange de tout cela. Et les personnes qui disent que nous devrions nous retirer du Pacifique et nous préoccuper uniquement de notre propre hémisphère, etc., sont actuellement trop peu nombreuses et dispersées pour réellement influencer la prise de décision de manière significative. Cela pourrait changer en fonction de ce qui se passera demain, de notre point de vue, ou de ce qui se sera passé du point de vue de nos téléspectateurs, que Donald Trump gagne ou non, car il représente une vision différente de la politique étrangère des États-Unis. La réponse longue est que cela dépend vraiment beaucoup. Mais vous avez ces différentes motivations, et elles me font assez peur en fait, parce que si quelque chose tourne mal, même avec une simple vision de dissuasion bénigne, vous allez vous retrouver dans une énorme guerre. D'accord. Et pour contexte, ce à quoi Pascal fait référence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre, et donc demain, c'est le 5 novembre, le jour de l'élection. Et nous ne publierons cela que le 8 novembre, je crois. Donc il y a un monde qui peut changer entre maintenant et alors. C'était une déclaration très inquiétante que vous venez de terminer, que la dissuasion, même si elle est bénigne, pourrait être le pivot qui nous entraîne dans une grande guerre. J'ai organisé un événement, c'était il y a environ 18 mois maintenant, Pascal, et tout le thème de l'événement était « Avons-nous commencé la Troisième Guerre mondiale ?» Et c'est là que j'ai rencontré Elbridge Colby, en fait. Nous l'avons invité à venir parler. Et le général Wesley Clark était mon premier invité de la journée. Et je lui ai demandé directement, j'ai dit, sommes-nous dans la Troisième Guerre mondiale? Et quand je dis nous, je veux dire, vous savez, l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Et il dit, aux yeux de nos adversaires, nous sommes déjà, depuis longtemps, dans la Troisième Guerre mondiale. Nous ne l'avons tout simplement pas encore réalisé en Occident. Quand vous entendez une déclaration comme celle-là, pensez-vous que c'est un peu hyperbolique et sensationnel? Y accordez-vous de l'importance? Cela vous semble-t-il logique qu'une personne comme le général Clark dise que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé? Selon à qui vous demandez, la plupart en sont conscients. Mais en Occident, nous ne sommes pas encore tout à fait clairs là-dessus. Quel est votre avis? C'est une question très pertinente pour les relations internationales et l'histoire. Mais nous ne pouvons pas y répondre, car l'accord collectif sur ce que nous appelons une certaine période n'est généralement établi qu'après coup. Nous ne pourrons répondre à cette question que dans environ 20 ans, car beaucoup de ces dates sont assez arbitraires, et beaucoup des noms que nous donnons à ces périodes sont arbitraires dans le sens où, vous savez, si vous étiez une personne espagnole en 1938 et que vous étiez déjà en pleine guerre civile, pour vous, le monde ressemblerait déjà à une seconde guerre mondiale, n'est-ce pas? Bien que officiellement, elle ne commence pas, dans le sens
où nous la conceptualisons aujourd'hui. Elle ne commence pas avant le 1er septembre 1939 et elle dure jusqu'à... Encore une fois, si vous demandez aux Européens, ils vous diront que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée en mai 1945, lorsque Berlin est tombé. Et si vous demandez aux Japonais, ils vous diront qu'elle s'est terminée en septembre 1945, lorsque nous avons signé la déclaration de reddition. Et puis, appelez cela la fin de la guerre mondiale. D'accord, vous aviez beaucoup de théâtres qui se sont un peu calmés, mais en même temps, vous aviez la Corée qui montait, et puis la guerre civile en Chine faisait encore rage. Donc vous savez, la dénomination de ces périodes dépend beaucoup de la perspective de chacun. Donc si cet amiral dont vous parliez, ou général, le général Wesley Clark, oui. General Wesley Clark, yeah. General Wesley Clark, Le général Wesley Clark, je veux dire, il le voit évidemment du point de vue de l'Amérique, et il s'attend à plus de guerres à venir. Et il est probablement l'une des personnes qui penseraient qu'une guerre avec la Chine est inévitable. Et par conséquent, nous sommes déjà dans les préludes de celle-ci. Et nous nous battons en ce moment avec l'Ukraine et la guerre au Moyen-Orient, et cela va s'étendre. C'est une vision très effrayante. J'espère que cela ne se réalisera pas, car il y a toujours la possibilité et les chances de gérer les conflits. Et un élément qui me donne de l'espoir, c'est que les personnes qui sont les pires pour gérer les conflits sont les Européens et les Nord-Américains. Je veux dire, nous. Nous sommes vraiment, vraiment nuls à ça. Alors que si vous regardez d'autres régions du globe, elles font un bon travail de gestion des conflits à différents niveaux. Regardez les Chinois et les Indiens. Ils ont des différends frontaliers ouverts, très intenses, concernant des territoires frontaliers. Mais ils le gèrent, par exemple, en disant à leurs soldats « Vous n'êtes pas autorisés à utiliser vos armes. Vous pouvez lancer des pierres et des bâtons, mais vous n'utilisez pas d'armes. » Et ils le font littéralement. Et ensuite, ils coopèrent toujours au sein des BRICS. Ils sont tous deux des pays BRICS, n'est-ce pas? Donc, ils gardent les choses séparées et ne cherchent pas à tout mélanger. C'est une approche très typique, euro-américaine, des relations internationales, en disant simplement, comme, si je ne suis pas d'accord avec toi et que tu ne viens pas de mon côté, alors tu es mon ennemi, et je te combattrai à tous les niveaux possibles. Je veux dire, d'accord, personne ne fait ça. J'exagère, bien sûr. Mais il y a d'autres régions du monde qui sont meilleures en gestion des conflits. Et ces régions gagnent actuellement en importance. Non pas parce qu'elles deviennent si adversariales, mais simplement parce qu'elles créent ces structures alternatives. Nous avons déjà parlé des BRICS, etc. Et juste l'impact structurel de nous diminue, heureusement. Donc ça me donne de l'espoir que ces systèmes de gestion alternatifs, aussi la façon dont la Chine et Taïwan gèrent leurs conflits, pourraient avoir un avenir et maintenir le conflit vivant, mais en dessous du seuil de se tirer dessus. Les conflits doivent être gérés car ils sont inévitables. Mais ce que nous devons faire, c'est les maintenir en dessous du seuil de s'entretuer et créer des moyens et des mécanismes alternatifs. C'est toute l'idée de créer des lois, n'est-ce pas? Nous avons un système juridique pour gérer les conflits au sein des sociétés afin qu'ils ne deviennent pas des querelles familiales où l'on doit s'entretuer, mais où l'on peut se traîner devant les tribunaux. Vous avez des mécanismes alternatifs, et nous sommes loin d'avoir un bon mécanisme international de résolution des différends, un mécanisme de résolution des différends fonctionnels. Nous avons certaines choses, mais j'espère que l'augmentation structurelle de l'importance du Sud global contribuera à cette capacité et éliminera l'approche du tout ou rien des Euro-Américains. Et juste pour contexte, ce à quoi Pascal fait référence avec le différend entre la Chine et l'Inde
Et oui, en ce moment, il y a un différend territorial ouvert dans l'Himalaya entre ces deux pays. Malgré cela, le Premier ministre Modi était justement à Kazan pour rencontrer le président Xi, lui offrant des œuvres d'art indiennes très précieuses. Il gère cela différemment de nous. Et alors que vous expliquiez comment nous, en Amérique du Nord et en Europe, sommes si mauvais pour gérer les conflits, je me suis demandé, est-ce parce que nous sommes trop idéalistes? Et est-ce parce que c'est la partie aisée du monde? Et quand on devient aisé, peut-être devient-on plus idéaliste au lieu d'être plus réaliste. Je veux dire, pour emprunter un peu de langage à John Mearsheimer, que vous avez mentionné plus tôt, il prêche en quelque sorte le réalisme. Voici comment le monde fonctionnera. Non pas ce que vous voulez qu'il se produise, mais ce qui va probablement se produire. Très simplifié. Et je pense que si nous sommes mauvais à cela, c'est peut-être parce que nous sommes plus idéalistes que réalistes. Et peut-être que c'est parce que nous avons eu la vie trop facile pendant trop longtemps par rapport à une économie émergente qui ne l'a pas eue. Et peut-être qu'une réalité plus dure a conduit à une approche plus réaliste du conflit, simplement par instinct de survie. Qu'en pensez-vous? Cela peut être un point. Et je pense définitivement que cela a quelque chose à voir avec l'idéologie. Donc, peut-être que plutôt que l'idéalisme, c'est plus cette idée que c'est l'idéologie dans le sens où vous encadrez le monde d'une certaine manière et tout doit s'adapter à ce cadre. Et si ce n'est pas le cas, alors vous le faites correspondre parce que vous l'interprétez d'une certaine manière. Donc, au lieu de dire que le différend du Cachemire entre l'Inde et la Chine est une manière ingénieuse de gérer le conflit, vous dites simplement « Oh, ils couvrent juste leur pari. Ils sont tous les deux trop faibles, donc ils ont peur l'un de l'autre. » Ce qui est alors une façon de reformuler quelque chose qui se passe sous notre état d'esprit mental, n'est-ce pas? L'autre chose est qu'il y a certainement aussi un élément d'arrogance, juste une arrogance absolue de savoir mieux que tout le monde, ce qui a probablement à voir avec le fait que les Euro-Américains, nous les Blancs, avons réussi à soumettre le reste du monde pendant 500 ans. Alors, 500 ans, c'est long pour qu'un certain état d'esprit prenne racine. Et cette idée, même la façon dont nous parlons des relations internationales, n'est-ce pas? Pendant longtemps, nous avons parlé de nations développées et de nations en développement, avec l'idée que ces États doivent rattraper leur retard. Je veux dire, nous avons parlé pendant 500 ans du fait que tout le monde n'était pas encore à notre niveau, impliquant déjà non seulement qu'ils sont moins bons, moins précieux, moins dignes, mais que le but final est de devenir nous. Nous voyons tout le monde comme s'efforçant de devenir nous. Et si vous travaillez différemment de nous, cela signifie que vous n'y êtes pas encore, soit parce que vous êtes stupide ou méchant ou quelque chose du genre. Vous savez, cela continue encore malgré toute la rhétorique woke, malgré tout le mouvement anti-racisme et ainsi de suite. Cela continue encore, ce genre de mentalité qui consiste à penser aux autres comme à quelqu'un qui doit être vous, mais qui ne l'est pas encore. Par conséquent, vous devez les aider. Et s'ils ne le veulent pas, c'est parce qu'ils font quelque chose de mal. Et vous devez simplement le faire plus fort, n'est-ce pas? Et cela continue institutionnellement. Continue avec les institutions de Bretton Woods et le FMI, etc. L'idée est que, oh, si un pays a une dette, alors ce dont il a besoin, c'est d'une réforme structurelle pour être plus comme nous. Et puis nous installons, vous savez, des régimes marionnettes qui dirigent le spectacle comme nous voulons qu'ils le dirigent, parce que c'est la bonne façon. Et c'est cet état d'esprit colonial, néocolonial, que le Sud global, et je suis très heureux d'avoir ce terme maintenant, parce que c'est une manière très utile de reformuler. Le Sud global ne l'accepte plus. Non, les gars, non. Et encore une fois, ils ne le font pas en opposition. Ils disent maintenant, vous savez, faites votre truc.
mais nous allons faire notre truc et nous allons le faire différemment. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus à l'avenir, mais juste non, plus maintenant. Ils ont maintenant ce pouvoir structurel qui est nouveau. Il n'était pas là. Même pendant la guerre froide, oui, il y avait le mouvement des non-alignés. Oui, il y avait des pays qui disaient qu'ils étaient différents, mais ils n'avaient pas le pouvoir structurel pour l'imposer. Maintenant, ils l'ont. Il n'est tout simplement pas possible, pour le moment, pour les Euro-Américains de démanteler la Russie de la même manière que l'Union soviétique s'est disloquée. Ils ont essayé. Ils avaient ces idées en 2022, après l'éclatement. Vous savez, ils pensaient à balkaniser la Russie et à avoir de 15 à 20 États successeurs. Il y a des gens qui soutiennent que c'est ce qui devrait arriver à la Chine, garder les autres fragiles. Cela ne fonctionne pas. Donc, il y a un changement maintenant. Et c'est quelque chose qui, je crois, effraie beaucoup de gens. Les Européens sont déjà devenus insignifiants et les Américains ont peur que cela leur arrive aussi. Donc, par conséquent, ils doivent redoubler d'efforts. Et c'est ce qui est maintenant dangereux. La chose la plus importante à gérer en ce moment, à mon avis, est de rassurer les États-Unis que, non, vous serez toujours une partie importante et appréciée de l'avenir des relations internationales, même si vous n'avez pas de troupes dans chaque pays du monde. D'accord, c'est profond. Je veux dire, oui, parce que pendant cette période de 500 ans, de ce que vous pourriez appeler la domination de l'Empire chrétien européen, il y avait toujours, peut-être, encore une fois avec le recul, tout est évident. Pour revenir à votre point sur le début et la fin des guerres civiles, 20 ans plus tard, c'est évident pour nous. Quand vous y êtes, ce n'est pas du tout le cas. Donc encore une fois, j'utilise ici le biais du recul pour dire « Oh, peut-être que c'était évident qu'après les Portugais viendraient les Espagnols, puis viendraient les Néerlandais, puis les Britanniques et ensuite, évidemment, les Américains. » Il n'y a pas de successeur clair aujourd'hui dans cette séquence de l'Empire européen. Il n'y en a pas. Alors, qui est le prochain, n'est-ce pas? Et le plus drôle, c'est que pendant que ces changements se produisent, nous les ressentons. Nous avons un sens pour cela, mais nous n'avons pas toujours les mots pour les décrire. Je vais vous donner un exemple. Nous parlons encore de la période post-guerre froide, n'est-ce pas? Et nous avons parlé pendant longtemps de l'après-guerre froide. Nous étions tous d'accord pour dire que la guerre froide s'est terminée en 1991 avec la dissolution de l'Union soviétique, ou en 1989 en fait. Il y a une discussion, et Jack Matlock, par exemple, insiste sur le fait que non, la guerre froide s'est terminée en 1989, lorsque nous avons négocié sa fin. Et en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée. C'était déjà après la guerre froide. Mais depuis 2022, tout le monde comprend que maintenant, quelque chose est différent. Et nous relions, bien sûr, la guerre russo-ukrainienne à cela. Mais nous n'avons pas encore inventé un nouveau mot pour décrire l'après-guerre froide. Nous comprenons que quelque chose est différent maintenant. Et l'après-guerre froide devrait être reformulée, parce que, bien sûr, nous sommes toujours dans l'après-guerre froide, mais le système fonctionne différemment maintenant. Et nous essayons maintenant, nous travaillons petit à petit. Était-ce le moment unipolaire? Probablement que nous nous en souviendrons comme du moment unipolaire, comme de 1989 à 2022. Mais nous n'avons pas encore trouvé un mot. Et nous n'avons pas non plus trouvé un mot pour le nouveau. Peut-être le moment multipolaire. Je ne sais pas. Mais nous ne l'avons pas encore complètement défini. Mais nous le ressentons, nous le comprenons, et nous en parlons, et nous en discutons. Mais le jargon, le cadre mental et l'accord sur la façon dont cela devrait être pensé ne sont pas encore tout à fait arrivés.
But just to use the word moment, I think really does. Mais juste pour utiliser le mot moment, je pense que cela met vraiment les choses en perspective, le moment unipolaire. Parce que quand vous vivez dans le moment, cela semble être la moyenne. Cela semble être la norme, n'est-ce pas? C'est la moyenne à laquelle nous reviendrons toujours. En réalité, cela a été un moment dans l'histoire. Unipolaire n'est pas la moyenne, ce n'est pas la norme. Multipolaire est beaucoup plus souvent la norme. Surtout, vous savez, le Canada est un pays très jeune, l'Amérique aussi. Nous faisons peut-être l'erreur de penser à l'histoire dans le contexte de l'histoire de notre pays. Donc si vous êtes américain, vous pourriez penser que l'histoire pertinente est de 250 ans. Et si c'est le cas, alors 500 ans semble être l'infini, n'est-ce pas? Alors que si vous avez grandi en Chine continentale et que vous êtes plus familier avec 2000 ans d'histoire écrite, vous serez beaucoup plus enclin à accepter le changement de l'ordre mondial comme un résultat inévitable, parce que vous avez une perspective beaucoup plus large sur l'ordre mondial. Oui, je le crois. Je veux dire, le cadrage et aussi le cadre temporel comptent beaucoup. Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons changer que pour nous-mêmes, dans le sens où nous pouvons essayer d'en être conscients et essayer de nous rappeler qu'il est pertinent de réfléchir à la façon dont nous percevons le passage du temps. Je veux dire, même le fait que nous commencions à compter les années avec la naissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? 2000 ans élimine essentiellement l'importance des Mésopotamiens. Cela élimine l'importance des Égyptiens, n'est-ce pas? Et ces grands empires qui existaient même avant, cela élimine les Indiens et encore une fois les Chinois également. C'est quelque chose que nous, en tant qu'analystes, devrions faire. Et aussi, lorsque nous essayons de comprendre les autres acteurs dans les relations internationales, nous devrions essayer de nous mettre à leur place. Le monde semble différent du point de vue d'un stratège chinois, et cela devrait être clair. Donc, afin d'éviter des raisons stupides de faire la guerre à cause de malentendus, nous devons absolument comprendre les points de vue des uns et des autres. Cela vaut aussi pour les Chinois, qui doivent comprendre que les Américains et les Canadiens ont une perception différente du temps, de l'importance stratégique et d'eux-mêmes dans le monde. Écoute, Pascal, cette conversation a été fascinante, super amusante en fait. Je l'ai vraiment appréciée. Donc je pense qu'il y a une deuxième partie ici. Je vais m'arrêter là. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Voulez-vous que Pascal revienne? Moi, je veux qu'il revienne, c'est sûr. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je l'apprécie vraiment. Merci beaucoup, Jay, pour l'opportunité et tous mes vœux. Oui. Et avant que tu partes, je veux indiquer aux gens où ils peuvent te trouver davantage. Tu as plusieurs projets en cours. Alors, où devrions-nous diriger les gens aujourd'hui qui veulent en savoir plus sur toi? J'ai ma propre émission YouTube appelée Neutrality Studies. Vous pouvez me suivre là-bas ou sur Substack, également appelée Neutrality Studies, où je publie régulièrement des mises à jour. J'ai Twitter X, mais je suis vraiment nul à ça. Je ne suis tout simplement pas bon dans ce format court. Donc je pense que Substack est bien, si vous voulez juste lire de temps en temps. J'essaie de ne pas inonder les boîtes mail des gens. Et quel est l'objectif des études sur la neutralité, Pascal? Donc, mon principal objectif, cela va de pair avec mes études académiques, n'est-ce pas? J'étudie les acteurs tiers dans les relations internationales et je les appelle des acteurs neutres, ce qui signifie des pays, mais aussi des institutions comme la Croix-Rouge internationale ou la Banque des règlements internationaux, ou même simplement des tribus entre elles, vous savez, qui se retrouvent en conflit. Je suis actuellement en train de construire, avec un groupe d'autres personnes, un cadre conceptuel autour de cela, parce que c'est une manière alternative d'essayer de gérer les relations internationales.
Plus il y a d'États qui restent en dehors des guerres, plus la paix se répand, pas nécessairement en l'imposant d'en haut, mais en refusant d'y participer. C'est une stratégie très ancienne. Je peux la retracer jusqu'à 2400 ans en Grèce et en Inde. Un gars appelé Kautilya a déjà écrit à ce sujet. Très ancien. Dans le cadre actuel, nous ne prenons pas en compte les acteurs tiers. Quand nous parlons de guerre, nous parlons de ceux qui se battent, l'Ukraine, la Russie, l'OTAN. Mais nous laissons complètement de côté les autres acteurs qui essaient d'influencer le conflit de diverses manières. Prenons les Nations Unies ou des pays neutres, même comme la Turquie, qui a réussi à être neutre dans ce conflit et à jouer le rôle de médiateur. Je travaille sur plus de recherches sur ces États, et c'est ce que les études sur la neutralité désignent. Sur YouTube, j'ai une chaîne de géopolitique où je discute de divers cas, non seulement de neutralité, mais aussi de conflits mondiaux. D'accord, oui. Merci beaucoup, Pascal. Je mettrai des liens vers votre contenu sous l'émission. Encore une fois, j'apprécie votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jay. Thank you very much, Jay.